va partir d'un cas un peu plus orienté opérationnel. Quel que soit votre métier ou les outils que vous utilisez, il y aura toujours un moment où il vous faudra assembler des données qui proviennent de sources différentes. Vous n'avez jamais toutes les données dont vous avez besoin accessibles à travers un seul et unique outil. Ça, c'est de la démo. Dans la vraie vie, il y a toujours un moment où vous devrez composer avec des données qui vous arrivent, qui ne sont pas dans un unique socle. Alors, pour illustrer cela, la vraie vie, je vais repartir de cet exemple-ci que je vais rafraîchir. Pourquoi? Parce que vous allez constater que je suis connecté à des données qui sont dans le cloud et donc je vais afficher le même rapport dans sa version web. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? A priori, c'est très simple. On a donc encore une fois les mêmes choses, hein, les unités de chiffre d'affaires par pays, sauf que cette fois, ils sont déclinés par canal de distribution. J'ai Internet, j'ai les revendeurs, j'ai les magasins et j'ai le total des 3 colonnes. Et puis ça, je le pilote avec de l'année depuis ces boutons qui sont ici. Ça met à jour mon tableau. Et puis en dessous, j'ai l'année en cours, mais aussi l'année précédente et des graphiques d'écart dans le graphique. Alors, quand on regarde ça, on se dit, bah oui, c'est pas très compliqué. En fait, eh bien, c'est souvent, très souvent, nettement plus compliqué que ça n'en a l'air. Si je regarde chaque canal, en fait, chaque canal provient d'une source de données totalement distincte. Mes données d'Internet proviennent d'une base de données multidimensionnelle. Elle se trouve être sur un serveur local, ça pourrait être distant, ça ne ferait aucune différence. Mes données de revendeur, elles, proviennent sur une source de données Power BI qui est online, dans le cloud, comme on dit, c'est ce que j'utilise pour mes revendeurs. Et puis, la partie magasin, elle, je suis allé chercher ces données dans une autre source. Cette fois, c'est une base relationnelle, encore une fois locale, mais locale, distance, ça ne fait aucune différence. Et tout ça est assemblé dans un seul tableau. Donc, si je regarde avec un petit peu plus d'attention tout cela, je m'aperçois que ici, pour Internet, j'ai directement les chiffres. Si je clique 2 fois dessus, eh bien, j'arrive dans mon éditeur de tableau, dans mon concepteur de tableau, et là, je vois que je suis sur la source numéro 1. En revanche, si je regarde sur la partie revendeur, eh bien là, je m'aperçois que j'ai des formules. J'ai des formules. Si je regarde sur la partie magasin, j'ai également des formules. Et si je regarde attentivement, je m'aperçois là que ça pointe sur des zones qui sont masquées. Donc, on va aller décortiquer cela. On va aller afficher ces zones qui sont masquées. Donc, certaines colonnes ont été masquées, mais aussi des lignes. Et on va s'apercevoir, déjà, on voit sur la droite qu'en fait, j'ai d'autres requêtes qui ne sont pas visibles, mais qui sont utilisées. Donc, ce sont les requêtes sur les autres sources de données. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on voit que sous le tableau qu'on affiche, je vous rappelle qu'on affiche uniquement les données d'une année, mais en fait, les données de l'année précédente sont juste en dessous, on les a masquées. On les utilise pour le tableau, pour le graphique qui est en dessous. Et puis, si je reviens sur ces formules, je m'aperçois que les revendeurs, eh bien, on va chercher dans une zone qui est en rouge. Ça, ce sont mes données Power BI que je vais prendre online depuis le cloud. Et puis, sur les magasins, j'ai une première requête relationnelle pour l'année en cours et une deuxième pour l'année précédente. Alors, on aurait tout à fait pu, au lieu d'utiliser des formules Excel, on aurait pu fusionner l'ensemble de ces 3 sources dans une source unique et dessus avoir une couche décisionnelle qui nous aura permis de bénéficier de toutes les capacités analytiques, quel que soit le type de source. Là, on a voulu, alors à cet égard, je vous encourage à aller voir sur le web, sur notre bibliothèque de vidéos YouTube, sur Excel Cube France, vous verrez le webinaire qu'on a fait en décembre qui vous illustre cette possibilité. Là, on a choisi de faire quelque chose de très simple, utiliser nativement Excel. Alors, on pourrait dire, oui, mais Excel n'a pas été conçu pour faire de la BI. Alors, oui, c'est tout à fait exact. Et justement, c'est tout l'intérêt d'avoir une approche telle qu'Excel Cube. C'est-à-dire qu'on a intégré à l'intérieur d'Excel une plateforme décisionnelle complète, ce qui permet de bénéficier de la puissance décisionnelle et de la liberté d'Excel. Et
c'est à la place, on fait ça au lieu de devoir composer avec une interface propriétaire qui, forcément, à un moment donné, aura beaucoup plus de limitations et de contraintes que ce que vous pouvez faire dans Excel. Excel Cube va justement vous permettre d'utiliser librement Excel et de manière sécurisée. Alors, sécurisée comment? Eh bien, on a déjà vu que tout à l'heure que les formules Excel, elles sont gérées par Excel Cube, donc elles sont sécurisées. En effet, si je regarde l'entête de cette colonne, je m'aperçois que j'ai une formule Excel et qu'elle est bien prise en charge par Excel Cube. Et de la même manière, si je regarde un peu plus en détail cette formule, ma zone en rouge, elle est ici dans ma formule. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas directement des plages d'adressage de cellules, mais on utilise une zone nommée. Donc, zone nommée, ce sont une fonctionnalité standard d'Excel. Et lorsque je regarde cette zone nommée, eh bien, elle prend la totalité de mon tableau. Pourquoi? Parce qu'elle est gérée par Excel Cube. Si je change d'année, eh bien, vous allez constater que mon tableau va bouger, je vais avoir plus ou moins de lignes. Et pour autant, eh bien, si je regarde de nouveau ma zone nommée, je m'aperçois qu'elle est à jour. Pourquoi est-elle à jour? Parce que on a donc demandé à Excel Cube dans les propriétés de cette restitution, de ce tableau, de gérer cette zone nommée. On l'a déclaré ici et à partir de là, eh bien, Excel Cube va automatiquement se charger de la mettre à jour dès que le tableau est rafraîchi. Et donc, on est sûr de pointer sur la bonne ligne, la bonne colonne, parce qu'on a une zone nommée qui est maintenue. Alors évidemment, on a exactement la même chose pour les deux autres requêtes sur les sources relationnelles. Utilisation sécurisée d'Excel est libre. Alors, néanmoins, quand vous travaillez avec des sources de données différentes, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous n'ayez pas exactement les mêmes identifiants d'une source à l'autre. Vous aurez des codes magasins, des rubriques, que sais-je, différents. Eh bien, ici, dans notre exemple, on a pour Internet, si on regarde bien, on a des pays qui sont en français. Pour les magasins, donc les magasins, c'est ce qu'on prend dans notre source relationnelle dans la colonne Z, les noms des pays sont également en français. En revanche, les revendeurs, donc la zone en rouge, si je regarde bien, ça, c'est mes données qui sont sur Power BI online dans le cloud. Eh bien, les noms de pays sont en anglais. Alors, comment est-ce qu'on a géré cette problématique? Eh bien, on est dans Excel. Comme on a peu de données, on s'est appuyé simplement sur les capacités natives d'Excel. C'est-à-dire que si je regarde ma formule qui va chercher dans la zone pour les magasins, je vois qu'elle va prendre dans la colonne D le nom du pays en français. En revanche, si je regarde la formule pour les revendeurs qui va chercher dans ma zone rouge, je vois qu'elle prend le nom du pays en anglais. Or, donc dans une colonne qui se situe avant, dans la colonne C. Donc en fait, j'ai deux colonnes C et B qui sont des colonnes de travail. En restitution, je ne les affiche pas. Mais justement, c'est tout l'objet. Je peux travailler librement et les afficher. Et ensuite, comment est-on allé afficher ce nom de pays en français? Eh bien, là encore, utilisation libre d'Excel. C'est simplement, on a une table de correspondance pays country. Donc, si on va voir ce qu'est cette table de correspondance, eh bien, je m'aperçois que c'est simplement une colonne avec le nom du pays en français, une colonne avec le nom du pays en anglais, qui se situe dans un onglet séparé pays country. Et encore une fois, j'utilise ça pour piloter ma restitution. En revanche, si je regarde de nouveau dans ma restitution finale, en bas de mon navigateur, j'ai un onglet qui s'appelle C1, mais je n'ai pas d'autre onglet. On a masqué l'onglet dans Excel avant de publier, et donc on ne le voit pas ici. Donc encore une fois, vous maîtrisez exactement ce que vous rendez visible, tout en gardant la flexibilité d'Excel. Enfin, dernier point qu'on peut mentionner ici. On a besoin d'aller ramener les données de l'année précédente pour le graphique qui est ici en bas à gauche. Alors, je dirais que ça, ce n'est pas tellement une problématique pour mon canal Internet, mon canal revendeur. Pourquoi? Parce que dans un cas, je suis sur une base de données multidimensionnelle. Dans l'autre cas, je suis sur une base de données Power BI. Donc, c'est un modèle tabulaire. Dans les deux cas, ce sont des sources de données décisionnelles. Donc, un outil comme Excel Cube, c'est très facilement rajouter, par exemple, les deux champs que j'ai ajoutés au tableau des revendeurs ici, qui sont les données de vente en chiffre d'affaires, les données de quantité pour l'année précédente par rapport à celle qui est actuellement sélectionnée dans mon tableau. Ça se fait très facilement. Comment ai-je fait? Je suis allé dans ma source Power BI et comme tout à l'heure, je suis allé dans mon assistant calcul et cette fois, j'ai utilisé une autre fonctionnalité qui est
valeur de l'année précédente. Alors, au passage, on voit ici que j'ai un onglet supplémentaire qui est l'onglet DAX. Alors, en fonction de la source de données, vous aurez peut-être des onglets spécifiques à la source de données. Là, en l'occurrence, c'est l'onglet DAX qui me permet de rajouter d'autres types de calculs sur n'importe quelle colonne de mon modèle, n'importe quelle mesure et colonne de mon modèle. Alors, en revanche, pour ma notion de magasin, là, nous sommes sur des données relationnelles, une base transactionnelle, donc qui n'est pas une base conçue pour faire de l'analyse. Ça veut dire que aller chercher les valeurs de l'année précédente ou aller faire des calculs de cumul ou d'évolution, ça devient assez compliqué, c'est même très compliqué et très lent à faire. Alors, j'aurais pu ici rajouter une surcouche analytique, ce qu'on appelle une pivot view, sur cette source, de telle sorte à pouvoir manipuler les données de manière décisionnelle exactement et faire les mêmes opérations que j'ai fait, par exemple, pour mes colonnes qui vont chercher l'année antérieure. Eh bien là, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de très simple. On n'allait pas faire ça. On a simplement scindé le besoin en deux morceaux. On a une requête pour l'année en cours et une autre requête pour l'année précédente. Et ces deux requêtes, elles prennent en paramètre pour l'année, mais aussi pour les pays, en fait, elles prennent en paramètre des cellules Excel. Donc, si je regarde, d'ailleurs, on s'aperçoit que j'ai triché ici, hein, parce que l'idée, c'était de construire un exemple de démo. Et dans cette base, je n'avais pas les années 2018, 2019, 2020, donc j'avais des années bien antérieures. Mais c'est toute la flexibilité d'Excel. Donc, en fait, ces deux requêtes relationnelles sont pilotées à partir de ces deux champs-là, qui eux-mêmes, je les tricher, j'ai retranché 12 périodes, et puis après une période pour tomber sur ce que j'affiche dans ces deux requêtes. Donc là, j'ai 2008-2007. Si je change ça pour dire 2007, vous allez constater que automatiquement, eh bien, mes requêtes sont pilotées à partir de cette cellule Excel. Il en va de même pour les pays. Si j'efface des pays, vous allez constater que ma liste des pays ici est mise à jour. Donc, on a simplement vu, qu'a-t-on vu? On a vu qu'on avait la liberté d'utiliser totalement Excel pour synchroniser des données de sources distinctes, des données connectées dans le cloud, en local, sur des serveurs distants. Ça aurait pu être n'importe quel type de source, on aurait pu faire la même chose. Et on a utilisé Excel de manière sécurisée. On a sécurisé les formules, on a sécurisé les zones dans lesquelles on allait chercher les données. Et puis, on a masqué les zones de travail. C'était des cellules, c'était des feuilles. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, tout ce qu'on a fait dans Excel, vous l'obtenez sur le web de la même façon. Ça veut dire que vous êtes totalement flexible et vous êtes totalement autonome. Vous ne dépendez pas de l'informatique ou d'experts produits pour mener à bien vos besoins opérationnels et votre reporting. Est-ce que l'on a des questions, Toby, sur cette section-là? Je regarde en chat. Oui, c'est est-ce qu'on peut travailler avec d'autres sources de données? Oui, alors bien sûr, là, j'ai pris ces trois exemples, mais si je vais voir dans les connexions, si j'ajoute une connexion, voilà les types de connexions que l'on a. Alors, on a des sources décisionnelles, des sources relationnelles, Excel, n'importe quelle donnée dans Excel, dans un classeur, autre classeur par exemple, peut être prise en compte et manipulée comme une base de données. Du SAP HANA BW, de l'Oracle, des données dans Azure, du Power BI, on en a parlé, des données Big Data, du Clivos, du BigQuery par exemple, et puis bon, des tas d'autres sources multidimensionnelles, du MySQL, du Salesforce. Je vous invite à aller voir, de taper dans votre navigateur ExcelCube Wiki ou ExcelCube Help en anglais, et là vous tomberez sur l'aide d'ExcelCube et cherchez dans la section connexion et vous aurez l'exhaustivité de toutes les sources de données possibles. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question, Toby? Je ne pense pas. Non.